Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Nina, je suis praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki, Reiki traditionnel japonais. Et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maki Yama. Maki est japonaise et est Shihan de Jikiden Reiki. Elle enseigne et pratique à San Francisco, aux États-Unis, mais fait régulièrement des allers-retours au Japon. C'est d'ailleurs à Kyoto, à l'Institut de Jikiden Reiki, que nous nous sommes rencontrés en 2023. J'ai hâte de partager cette conversation avec vous, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et konbanwa, ohayo gozaimasu, bonjour. Ohayo gozaimasu. Yokoso, bienvenue dans Reiki Banashi. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Alors, o genki desu ka? Oui, je vais très bien, merci. Et donc, Maki-san, nous nous sommes rencontrés à Kyoto, je crois que ça fait déjà 2 ans. Oui, exactement. C'est quand tu es devenue Shihankaku. Exactement, à l'Institut de Jikiden Reiki. Et c'était ce séminaire incroyable avec Tadao Sensei parce que c'était le premier après le Covid, n'est-ce pas, au Japon en anglais. Et c'était tellement génial d'avoir tous ces enseignants du monde entier. Oui, du monde entier, c'est vrai. Et te rencontrer à cette occasion a rendu ça très spécial. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, nous avons pratiqué Enkaku ensemble. Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc ça c'était amusant et donc te rencontrer. J'étais très impressionnée par tes compétences en langue. Tu parles japonais, italien, japonais et quoi d'autre? Quelques autres, mais surtout le français. D'accord. Donc, Maki-san, tu es enseignante Jikiden Reiki Shihan et tu enseignes dans la région de San Francisco ou... C'est ça, c'est exact. Ok. Je n'ai jamais enseigné le Jikiden Reiki au Japon. Seulement, oui, simplement parce que je ne voulais pas, tu sais, envahir le territoire des personnes. D'accord. Ah, je pensais que tu faisais peut-être les deux parfois parce que je suis toujours tes voyages et je... Oui, je voyage beaucoup entre les deux. Donc, quand je reçois une demande de quelqu'un au Japon pour l'enseignement, j'envoie généralement vers quelqu'un qui est sur place. D'accord, pour qu'il puisse être suivi après. Exactement, oui, c'est bien. Mais peut-être qu'avant, on peut revenir dans le temps, avant que tu deviennes Shihan, et on peut peut-être parler de ton parcours Reiki, comment tu as découvert le Reiki, et qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans cette pratique. Oui, alors merci de m'avoir invitée et de me donner cette opportunité de revenir en arrière. Je pense que mon parcours a commencé quand mon frère, mon unique frère, mon grand frère, est décédé. Il avait 53 ans. C'était en septembre 2009. Il a eu une crise cardiaque et il est mort soudainement devant les membres de sa famille. Et oui, c'était un choc, bien sûr. Et donc, je suis la plus jeune des 4 enfants et ce frère était l'aîné quand il avait 53 ans. Moi, je suis la plus jeune. Mais avant que je ne sois née, ces 2 aînés, mon frère et ma sœur, étaient déjà morts. Tu sais, partis. Oui, quand ils étaient petits. Donc nous étions les 2 derniers. C'était en septembre 2009. Ma mère était dévastée. Mais j'avais des enfants dont je devais m'occuper ici, aux États-Unis. Donc je ne pouvais pas rester très longtemps, peut-être 2 semaines. Puis je suis revenue et 6 mois plus tard, je suis repartie pour voir comment ils allaient et tout ça.
Et puis, la photo de mon frère, une photo format lettre, était à côté de l'autel bouddhiste, car nous sommes bouddhistes, n'est-ce pas? Et je lui parlais, tu sais. Et je lui disais, pourquoi est-ce que tu es parti si vite? Et puis j'expliquais combien nous étions tristes et tout ça. Et donc je parlais. J'étais à genoux sur le tatami, tu vois, et je parlais à la photo posée sur le sol. Et puis tout à coup, d'une manière ou d'une autre, j'ai cru voir ses yeux dans la photo cligner. Oh, oui, comme tu dis. Donc j'ai regardé de plus près. Quoi? Parce que tu sais, ma vue n'est pas très bonne. Donc je regardais la photo et à ce moment-là, j'ai ressenti comme un coup de tonnerre, un choc électrique, vif, boum. J'ai été projetée au sol. Ce n'est pas que j'ai perdu connaissance, mais j'ai ressenti ce choc. Et j'étais là, genre, qu'est-ce que c'était, tu vois? Et je me suis dit que c'était peut-être mon frère qui voulait me dire quelque chose. Mais je ne savais pas ce que c'était. Donc c'est un événement qui s'est produit. Puis je suis restée une semaine de plus, j'ai parlé avec ma mère et je suis revenue ici. Et cet événement est toujours resté dans mon esprit, en arrière-plan. Et puis à l'époque, je prenais des cours de yoga. Tu vois, je suivais ces cours. Donc je suis complètement retournée à la vie normale. Et un jour, je suis allée à mon cours de yoga et on a fait nos routines habituelles de yoga. Et à la fin, la prof a fait une méditation. Nous étions tous assis, jambes croisées, à respirer, inspirer, les yeux fermés. Et cette méditation était comme ça. Tu fermes les yeux et peux-tu te voir toi-même d'en haut? Donc imagine simplement que tu te vois d'en haut. Et je me suis vue. Et puis la prof dit, peux-tu aller un peu plus haut? Peut-être jusqu'au plafond pour voir toute la classe. Et j'ai pu voir. Et donc l'exercice consistait à aller de plus en plus haut. Alors la prof, l'instructrice a dit de traverser le plafond et de voir tout le bâtiment, d'aller plus haut. Et j'ai pu voir, les yeux fermés par l'imagination. Et puis elle a dit, si tu vois ce bâtiment, vas-y, va beaucoup plus haut pour voir la ville. Et encore plus haut, et voir encore plus haut la Terre, la Californie, les États-Unis. Et si tu vois tout ça, la Californie, la Terre, les océans, alors continue à aller plus haut et traverser l'atmosphère, d'aller dans l'espace. Alors je l'ai fait. Et c'était beaucoup plus sombre. Oui, je nageais comme entre les étoiles. Et elle m'a demandé d'aller beaucoup, beaucoup plus vite, comme avec un moteur turbo. Et j'y suis allée. D'accord, je vois la Terre, tout ça. Je démarre ce moteur turbo. Et à ce moment-là, je jure, ma nuque, ma tête, c'était comme si elle allait être arrachée. J'allais tellement être tirée, j'allais tellement vite. Et elle a dit, est-ce que tu vois une étoile brillante comme une lumière au fond? Et elle a dit, si tu la vois, n'hésite pas. Vole et saute dans la lumière. Alors d'accord, j'ai fermé les yeux et cette petite lumière brillante devenait de plus en plus grande et j'ai sauté dans cette grande source de lumière brillante. Tu sais, mais nous étions tous en méditation. Tout se passait dans ma tête. Et c'était comme ça. Oui. Et puis donc, quand j'ai glissé dans cette lumière, ce qui s'est produit, c'est que j'ai ressenti à nouveau ce choc, comme un coup de tonnerre. Oh, la même intensité?
Oui. Oh. Et c'était oh mon Dieu. Alors j'ai ouvert un peu les yeux pour voir comment allaient les autres participants dans la salle. Et tout le monde était calme. Peut-être que c'était juste moi, je suppose. Donc je n'ai rien dit à la prof de ce qui s'était passé. Et à la fin, elle m'a dit, cette méditation s'appelle méditation Reiki. Oh, c'est ce qu'elle a dit, oui. Et puis elle nous a donné une feuille de papier, tu sais, elle a distribué une feuille. Sur ce papier, il y avait les Gokai imprimés en anglais. Ah, c'est intéressant. Et je me demandais ce que c'était cette méditation Reiki. C'était le début du chemin, la méditation Reiki. Donc j'étais vraiment enthousiaste. Peut-être que je pouvais trouver un lien entre mon premier tonnerre, oui, l'expérience avec mon frère devant la photo de mon frère et cette méditation Reiki. Donc c'était le début de tout ça. Ok, et c'était la première fois que tu entendais le mot Reiki? Le terme, non, c'était pas la première fois. J'avais déjà entendu parler de Reiki avant, quand j'étais allée à un congrès de Qigong. Des gens avaient des cartes de visite où il était écrit Maître Reiki, donc je savais, j'avais entendu parler, mais je ne savais pas exactement ce que c'était à l'époque. D'accord, oui. Donc je suis rentrée chez moi. Il fallait que je cherche ce qu'était cette méditation. Et ça a pris un peu de temps. Donc environ, oui, 1 an plus tard, j'ai eu cette deuxième expérience de tonnerre. Et puis 1 an plus tard, j'ai trouvé un cours de Reiki près de chez moi. Oui, c'était en novembre 2012. Voilà, et j'ai pris le premier degré. D'accord. C'était du Reiki occidental. D'accord, oui. Donc ça, c'était vraiment le tout début. Et ensuite, j'ai continué à pratiquer de manière occidentale. Et 6 mois plus tard, j'ai décidé de prendre le deuxième degré de Reiki, ce qui correspond à la guérison à distance et peut-être aussi le Seiheki. Oui, le traitement psychologique. Oui, exactement. Et donc, le deuxième degré comprenait 2 cours, tu sais, comme une demi-journée chacun, ou quelque chose comme ça, et une journée chacun. Donc, j'ai pris la première partie du deuxième degré, puis je suis rentrée chez moi, et le lendemain matin, j'ai pris une douche, et j'ai vu cette lumière, cette ligne rouge dessinée tout le long du poignet jusqu'au mamelon, des 2 côtés. Oh, oui, c'était vraiment très rouge, tu sais. Ici, aux États-Unis, on a un marqueur appelé Sharpie. Oui, les marqueurs permanents. Oui, les marqueurs permanents. C'était rouge comme ça. Ce n'était pas gonflé, ce n'était pas irritant, rien. C'était juste une ligne rouge. Je veux dire, une ligne rouge sur les 2 bras. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et je voulais prendre une photo, mais comme un arc-en-ciel, tu sais, ça a disparu en 1 seconde. Genre peut-être 10 secondes ou quelque chose comme ça. Donc c'était étrange. Et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais toute excitée et confuse à la fois. Donc je suis retournée pour la deuxième partie, 1 semaine plus tard, pour terminer le deuxième degré. Et une autre élève avait quelque chose de similaire. Dans son cas, c'était ici à l'intérieur du bras. C'était comme un labyrinthe. Elle a pu prendre une photo parce que c'était juste là. Oui. Et nous étions toutes là, genre choquées. C'est incroyable. Oui, donc à l'époque, je me demandais ce que c'était que ce Reiki, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, je voulais pratiquer le Reiki à distance. Et heureusement, tu sais, j'ai ma maman qui est au Japon. Moi, je suis ici dans la baie de San Francisco. Donc, j'ai appelé juste parce que je voulais m'entraîner. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, ça sonnait, elle ne répondait pas. J'étais sur le point de raccrocher parce qu'elle ne répondait pas. Et à ce moment-là, elle a décroché.
Et je me dis, oh, elle est là. Je dis, allô? Et sa voix était vraiment terrible. Elle disait, oh, allô, oh, Maki. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, oh, je me sens pas bien. Elle a dit que le téléphone sonnait depuis longtemps. Elle avait rampé jusqu'au salon. J'ai dit, oh, désolée. Et j'ai dit, oh, vraiment, tu es malade? Oh, maman. Alors j'ai dit, j'ai appris quelque chose qui peut, tu sais, aider à guérir la condition que tu as. Est-ce que je peux essayer à distance? Et elle a dit, oh, tu peux faire ce que tu veux pour que ça aille mieux. Elle était contente, oui. Alors je lui ai demandé de s'allonger sur le canapé au salon. Et puis on a raccroché. Et j'ai fait 30 minutes de Reiki occidental à distance. 30 minutes. C'était la première fois. Et ensuite, je voulais l'appeler pour voir comment c'était, comment elle se sentait. Mais comme elle ne se sentait pas bien, je n'ai pas insisté et je ne l'ai pas appelée. Alors à la place, c'était la nuit ici, donc je suis allée prendre une douche avant d'aller me coucher. Et pendant que je prenais ma douche, le téléphone de la maison a sonné. C'était tard, vers 23 heures. J'ai pensé, oh là là, ça doit être ma mère. Donc j'ai fini vite et je l'ai rappelée. Cette fois, elle a répondu tout de suite. Ah, Ah, Maki, Maki. Et sa voix était toute aiguë. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, quelqu'un est venu. J'ai dit, quelqu'un est venu? Elle a dit, oh, pardon, non, personne n'est venu, mais c'était comme si quelqu'un était venu. Cette personne a agité mon ventre, mon estomac. Oui. Et elle a dû aller aux toilettes 5 fois en 30 minutes. Oui. Et elle était, en fait, constipée, mais elle ne savait pas qu'elle l'était. Elle pensait juste avoir une migraine ou des vertiges ou quelque chose comme ça. Donc elle ne se sentait pas bien. Et puis j'ai demandé comment elle se sentait. Elle m'a dit qu'elle allait bien maintenant. Elle allait bien après ça. Et donc ça, c'était la toute première fois. Oui, qu'est-ce que... Tu vois, donc tout ça, petit à petit, le Reiki m'a amené à ces expériences intéressantes. Alors, j'ai demandé à mon enseignante, je veux devenir enseignante comme toi. Oui, oui. Tu sais, maître Reiki. Mais elle a dit, désolée Maki, je ne suis pas autorisée, je ne suis pas qualifiée pour enseigner le niveau maître. Elle n'est pas, tu sais, genre Shihan ou quelque chose comme ça, peut-être Dai Shihan. Alors j'ai dit, d'accord, d'accord. Donc j'ai dû chercher une autre enseignante capable d'enseigner. Tu sais, d'enseigner aux enseignants. Donc j'en ai trouvé une de l'autre côté de la ville. Et j'ai frappé à sa porte et j'ai dit que je voulais devenir maître. Mais elle a dit, en fait, les deux enseignantes de ce programme ont dit que je devais reprendre leur programme depuis le début parce que j'avais appris avec quelqu'un d'autre. Donc ce genre de choses n'arrive pas avec le Jikiden, mais à l'époque c'était comme ça. Ah d'accord, donc je devais payer, tu sais, investir du temps, de l'argent, refaire le premier, deuxième degré. J'étais prête, d'accord, à suivre le cours maître, mais elles ont dit que c'était un programme d'1 an. C'est long. Et je ne le savais pas, j'étais genre... Wow. Et le problème, c'est que j'ai 2 enfants, et donc pendant l'été, je les emmène au Japon avec moi. Comme ça, ils peuvent aller à l'école là-bas. Donc je ne peux pas vraiment suivre le programme entier parce que je ne suis généralement pas là pendant 2 mois l'été. Donc je ne pouvais pas terminer le programme. Et même après l'avoir terminé, tu vois, j'étais déçue. Donc j'ai dû chercher un autre.
Et c'est là que j'ai trouvé le Jikiden Reiki. Qu'est-ce que c'est que... Et je me suis souvenue, j'avais eu 3 enseignants occidentaux, oui, et j'avais tellement de questions parce qu'il y avait des symboles, Jumon, tu sais, ça ressemblait au japonais. Mais quand je posais des questions, ils n'avaient pas de réponse. C'était, c'est comme ça, apprends-le comme ça, utilise-le comme ça. Donc j'étais un peu frustrée et puis en faisant mes recherches, j'ai trouvé le Jikiden. Ah, ça avait l'air traditionnel venant de Usui Sensei. Waouh! Et cette fois, je voulais chercher des informations à l'avance pour savoir comment devenir enseignant. Oui, pour être sûr. D'accord, donc 40 personnes, 120 heures. Très bien. Donc, c'était Mari Okazaki, tu sais, Okazaki Mari-san. Oui. Donc c'était ça. Je crois que le séminaire commençait dans 2 semaines ou quelque chose comme ça. Rapide, genre très vite. Donc j'ai dû m'inscrire immédiatement. Oui, très rapidement. Donc je me suis juste inscrite, tu vois, et j'ai payé et maintenant je devais réserver les vols et l'hôtel. Ah oui, parce que c'était à Vancouver ou... Vancouver. Ah, donc tu devais prendre l'avion. Mais alors, j'ai reçu l'adresse du lieu, je l'ai tapé dans Google Maps et ensuite, j'ai cherché le chemin le plus rapide pour y aller. Mais alors, Google Maps a montré que je devais voler de San Francisco à Chicago. Et à Chicago, j'ai dit, quoi? Je pensais que j'allais tout droit vers le nord, vers Vancouver, au Canada. Oui, mais non. Ce séminaire était à Halifax, chez Gabrielle. Oh, dans l'autre direction. Oui, elle avait été gentille de publier l'information sur le séminaire. Je n'y ai pas réfléchi parce que j'avais payé, je m'étais inscrite. J'étais vraiment motivée à apprendre. Donc autant y aller. Alors j'ai volé de l'extrême ouest des États-Unis, depuis San Francisco jusqu'à Halifax. De l'autre côté. Et donc c'était mon tout premier séminaire de Jikiden Reiki. Et Mari-san était là comme interprète. Oui, c'était en septembre 2013. Ah, d'accord. Il y a 12 ans. Donc tu as eu tout un parcours avant de trouver le Jikiden Reiki, hein? Ah oui, il y avait tellement d'étudiants, tu vois. Je ne sais pas exactement, genre 15. Parce que ma classe ici était vraiment petite, genre peut-être 2 ou 3, tu vois. Mais là-bas, c'était grand. Et les gens étaient vraiment investis dans le Reiki et tout ça. Donc j'ai eu un petit choc culturel en voyant les gens qui suivaient le cours. Et le cours était enseigné par Yamaguchi Sensei. Oui, donc en japonais. J'étais capable de tout comprendre et c'était interprété et certains éléments n'étaient pas si faciles à comprendre, la culture, la religion. Mais les gens, genre le vocabulaire en japonais, ils étaient tellement impliqués et très appliqués pour apprendre le Jikiden Reiki. J'étais vraiment fascinée. Et à nouveau, toutes mes questions ont trouvé des réponses. Voilà, justement, je voulais te demander qu'est-ce qui était différent maintenant que... Oh, c'est pour ça! Oh, ça, c'est pour ça! Tu sais, toutes les ampoules se sont allumées, tu vois, pleinement. C'était indéniable. J'étais super heureuse. Je veux dire plus qu'heureuse. C'était comme si toute ma frustration s'était envolée. Et alors, tu te souviens que je voulais... j'étais un peu déterminée à devenir enseignante? Oui. Oui, donc même avant d'aller à Halifax, je m'étais en fait inscrite pour louer une salle spéciale, genre un dimanche sur 2, la salle d'un cabinet pour pratiquer le Reiki déjà. D'accord. Donc quand j'ai terminé le séminaire de Jikiden Reiki, genre 4 jours je crois à l'époque,
Je suis revenue ici immédiatement et j'ai commencé à pratiquer le Reiki. Ah, c'est incroyable. Shihankaku, oui, donc c'était génial en fait. C'était bien que j'ai volé jusqu'à Halifax parce que j'étais la seule japonaise. Donc j'ai pu passer du temps avec Mari-san et à chaque fois, si j'étais allée à Vancouver, je suis sûre qu'il y aurait eu plusieurs Japonais de plus. Donc tu sais, j'aurais été juste l'une parmi eux. Oui, oui. C'était une occasion spéciale. Ouais, quelle histoire. Oui, j'espère que c'est pas trop ennuyeux, mais voilà. Donc j'avais une salle et je pouvais pratiquer le Reiki sans aucun problème. Et je faisais venir tout le monde et j'allais dans un groupe pour l'autisme, pour donner du Reiki aux enfants. Oui. Et donc 6 mois plus tard, cette fois j'ai volé jusqu'à Vancouver. Tu as vérifié avant? Oui, et je suis devenue Shihankaku, 6 mois plus tard, donc c'était mars 2014. Et c'était à ce moment-là que j'ai rencontré Yohei-san pour la première fois. Ah, le fils de Tadao Yamaguchi. Et Sue-san et moi sommes devenus Shihankaku en même temps. Merveilleux. Tu as mentionné que tu avais aussi pratiqué sur des enfants autistes. Oui. Comment ont-ils réagi au Reiki? En fait, ils n'ont pas hésité parce que je n'utilisais pas de table de massage. C'était juste un canapé normal, assis côte à côte. Mais d'autres m'avaient averti peut-être qu'ils n'aiment pas les étrangers, etc. Mais non, il n'y a pas eu de problème. Et en fait, l'une des filles, elle avait un autisme sévère. Elle ne pouvait pas parler. Et tu sais, elle avait un problème avec, comment dire, tu sais, il y a les changements d'heure, comme l'heure d'été, etc. Donc à cette période, la maman m'a dit que sa fille avait un problème pour dormir. Donc j'ai fait du Reiki à distance. Oui, je l'ai traitée. Et cette nuit-là, elle s'est endormie sans aucun problème. Incroyable. Donc la maman était vraiment curieuse. J'ai continué à traiter sa fille. Elle était adolescente, elle était grande, chaque semaine. Je ne sais pas exactement combien de séances j'ai faites, mais un jour, elle est rentrée de l'école avec une note du professeur, tu sais. Les élèves reçoivent une note du professeur. Et il était écrit, tu sais, cette fille était vraiment attentive, elle écoutait vraiment et donc, alors qu'est-ce que tu fais? Elle a changé. C'est ce que la mère m'a dit, tu sais, par email. Waouh. Et, je ne sais, on a continué, je ne sais pas combien de temps, peut-être 6 mois. On a poursuivi les séances et ensuite la maman a appris le Jikiden Reiki avec moi. Génial. Et plus tard, elle a pu utiliser une machine spéciale de communication. Elle pouvait appuyer sur oui, non, ou tu sais. Et donc à ce moment-là, plus tard, elle a pu communiquer. Donc la mère était vraiment, vraiment reconnaissante. C'est merveilleux, c'est vraiment bouleversant. Donc je savais que, à mon avis, les enfants n'avaient pas d'idées préconçues sur le Reiki. Donc juste, je suis là, Maki est là, juste une amie, et puis ils me font confiance. Et donc c'est comme ça qu'ils reçoivent le Reiki. Et pour redevenir eux-mêmes, en fait. Waouh, c'était donc ça, oui. Ça doit être émouvant aussi, tu sais, d'avoir ces moments de connexion. Oui, oui. Donc chaque expérience m'a inspirée à continuer, tu vois, à faire du Reiki. J'ai fait du bénévolat à l'hôpital de Stanford. Tu sais, c'est l'hôpital Stanford, l'hôpital de la côte ouest des États-Unis, l'un des plus prestigieux. Wow. Et il y avait un groupe Reiki qui donnait du Reiki. Donc il y avait 2 groupes. L'un donnait aux patients, genre ceux qui viennent sans rendez-vous et doivent attendre. Consultation libre. Oui, consultation libre.
Ils peuvent venir, c'était ce groupe, et l'autre groupe donnait du Reiki au personnel, comme les infirmières, les médecins et tout le personnel soignant, administratif. Donc moi, j'étais dans ce deuxième groupe. Chaque mardi, j'étais dans le groupe pour donner du Reiki au personnel de l'hôpital Stanford. Et j'étais la seule praticienne de Jikiden Reiki. Et on était environ 10 dans le groupe. 10 et parfois on était 5 ou 6 à venir. Et je donnais... Donc je faisais ça pendant environ 1 an. Et j'ai aussi fait du bénévolat dans un autre hôpital, à San José, la West Valley. Celui-là est un hôpital communautaire. Ça veut dire que ce n'est pas... Il n'y a pas d'argent, pas d'assurance, en fait. Donc, ce sont des personnes moins favorisées qui s'y trouvent. Ah, d'accord. Donc, un type d'hôpital complètement différent. Stanford est un hôpital de recherche et de prestige avec les meilleures technologies médicales, mais West Valley est un hôpital communautaire. Donc, j'ai fait du bénévolat là-bas. J'étais bénévole en tant que soignante de soutien, comme dans un programme de soins palliatifs. Ah, palliatif. Oui. Donc, j'ai une ordonnance du médecin. Nous devions aller dans cette pièce, le nom du patient. Ah, donc le médecin recommandait aux patients. Oui, donc c'était pour un objectif différent. Celui-là, c'est pour le personnel et celui-là, c'était pour les patients vraiment malades. Oui, vraiment moins favorisés aussi. Donc, dans cet hôpital, je donnais du Reiki, disons, à des sans-abri ou des immigrés. Beaucoup d'immigrés qui ne parlaient pas l'anglais, mais ils n'avaient pas besoin de parler parce qu'ils étaient sous forte médication, donc un peu absents. Oui, oui, absolument. Oui. Donc, c'était 2 expériences très intéressantes et j'ai beaucoup appris grâce à ça. Ouais. J'ai fait du bénévolat pendant environ 1 an. C'est formidable, tu sais, parce qu'ici en Italie, le Reiki n'est pas vraiment autorisé dans les hôpitaux. C'est très rare que tu trouves des praticiens Reiki. Ce n'est pas courant ici non plus. J'ai trouvé cela. Wow. Mais c'est incroyable que tu aies trouvé ces deux et que tu aies pu y aller. Oui, en fait, une de mes amies de Jikiden Reiki avait lancé ce programme Reiki dans cet hôpital communautaire, mais elle a déménagé. Donc, nous avons toutes les deux commencé, en fait. Et il y avait plusieurs autres programmes spirituels, programmes de soins palliatifs et de guérison spirituelle. Tu sais, comme un prêtre qui vient donner un soutien spirituel, un soutien moral. Je suppose que tu as énormément d'histoires incroyables à raconter, non? Dans les soins palliatifs, parce que c'est un moment très spécial dans la vie de quelqu'un. Ils ne s'attendent pas à recevoir du Reiki, tu vois. Donc je me présente, je dis, j'ai cette ordonnance du médecin, je vais vous donner 30 minutes de Reiki. Et qu'est-ce que le Reiki? Vous vous allongez simplement, je vais toucher, tu sais, la tête, ici et là, et vous vous détendez. Et ils reçoivent très bien, sans aucune hésitation. Oui, bien sûr. Aucun scepticisme. Je trouve... Oui, vas-y. Je trouve aussi incroyable que dans l'autre hôpital, tu prennes aussi soin du personnel. Ce qui est quelque chose de tellement important, non? Pour avoir un service de qualité. Exactement. Parfois, ils sont très stressés. En fait, la plupart du temps, probablement. Exactement. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant et incroyable que tu aies pu faire les deux. Oui, j'admire vraiment la personne qui a lancé le programme à l'hôpital Stanford, qui est un hôpital prestigieux, pour avoir accepté ce type de méthode de guérison pour le personnel. Oui. Oui. Est-ce que tu as des histoires que tu aimerais partager à propos de ces deux expériences? Eh bien, peut-être de l'hôpital communautaire West Valley. Donc, en général, je ne voyais les patients qu'une seule fois. Donc, même si j'y allais chaque semaine,
Ils étaient libérés. Donc, je ne les voyais pas 2 fois. Mais il y a un seul patient, il s'appelait Michael. Je l'ai vu 2 fois. Et je pense qu'il était sans abri. Il avait une tumeur sur la lèvre. Donc la première semaine, il ne pouvait pas parler et il avait un peu... Il n'avait pas l'esprit clair. Et donc la première semaine, tu sais, ces patients-là, je les vois toujours, des gens avec des soucis. Donc Michael avait une petite tumeur sur la lèvre et nous avons fait une séance de Reiki de 30 minutes. Ça s'est bien passé. Et puis la semaine suivante, crois-le ou non, j'ai de nouveau Michael. C'est rare parce que je ne voyais jamais la même personne 2 fois. oui. Et je suis retournée dans sa chambre et sa tumeur avait beaucoup grossi. Tu vois, il ne pouvait pas parler. Bien sûr, il ne pouvait pas parler dès le départ, il ne pouvait pas communiquer. Mais il a demandé, il a fait ce geste, tu vois. Il avait besoin d'un crayon et d'un papier pour écrire quelque chose. Oui, il voulait écrire quelque chose. Et pendant que nous faisons la séance, l'infirmière a dit « Waouh, c'est la première fois que Michael... » Tu vois. Et puis il a dessiné, ça disait « Merci ». Ce n'étaient pas des lettres très lisibles, mais c'était ce moment-là. Waouh. Et puis il a commencé à murmurer « Merci, merci ». Avec cette tumeur et sans pouvoir ouvrir la bouche. Et oui. Et la première fois, il était sur ce lit d'hôpital et je l'ai vu. Son haut du corps était relevé, puis il s'est allongé. Et pendant qu'il recevait le Reiki, ses bras et ses jambes étaient comme... comment dire? C'est un peu comme une marionnette. Ah, il avait comme des spasmes. Oui, d'énormes spasmes, oui. Donc il a très bien reçu le Reiki. C'était aussi un moment très touchant. Oh, magnifique. Et j'imagine qu'il y a eu énormément de moments émouvants comme celui-ci. Oui, Magnifique. oui. Tout ça, c'était... Oui, j'étais tellement dans le Reiki. Je me demandais, qu'est-ce que c'est vraiment? Et je cherche toujours à comprendre et je continue à chercher. Donc, je voulais juste... Et dans cette région, dans la région de San José, il y avait un Shihan qui s'appelait Watanabe Sensei. Il est devenu Shihan en même temps que Mari-san. Donc, ils sont devenus Shihan ensemble, ce niveau-là. Et lui est beaucoup plus âgé que nous et c'était un directeur d'école au Japon. Il a déménagé ici. Oh, Maintenant, il doit avoir 80 ans passés et il est reparti au Japon. Bref, il était ici et organisait ses séminaires à San Francisco chaque année, ou accueillait les séminaires de Yamaguchi Sensei. Et une fois, on m'a demandé de faire l'interprétation. ah, c'est incroyable. Oui, mais j'avais seulement suivi le cours avec Mari-san, tu vois, donc pour moi, comment savoir? Ah oui. Et donc, j'ai dû suivre un cours avec Amanda. J'ai suivi un cours avec Amanda pour voir comment elle utilise certains termes en anglais. Oui, le vocabulaire, les mots, oui. Oui, donc j'ai fait l'interprétation. Incroyable. Oui, et en fait, 2 fois, je crois. Et comment c'était cette expérience d'interpréter pour Tadao Sensei? Ce n'est pas facile, hein, je veux dire. Moi, sûrement toi aussi, mais tu sais, le cerveau doit se reconfigurer un peu comme, c'est comme un ordinateur. Certains mots japonais qu'il utilise, tu vois, sont vraiment difficiles à traduire en dehors d'un manuel. Parfois, c'est comme « Oh !» Et parfois, un mot en japonais peut correspondre à 3 ou 4 mots en anglais, ou l'inverse, donc c'est comme « Attends !» Et j'étais nerveuse, bien sûr. Et puis, lors du 2e séminaire que j'ai fait, il a dit quelque chose. Il a fait une erreur. Au lieu de dire chakra couronne, il a dit
chakra marron. Chakra marron. Donc j'ai traduit, c'est le chakra marron. Et je l'ai traduit tel quel. Absolument. Et ensuite il a dit, oh ne traduis pas ça. Et j'ai dit, ne traduis pas ça. C'était comme ça un petit moment de comédie. Il a, tu sais, détendu l'atmosphère. Il a dit que c'était drôle. Mais c'est génial, tu sais. Et je pense que c'est ça le rôle de quelqu'un qui traduit. Ce n'est pas de changer le contenu, ce qui est transmis. Donc, ça rend tout encore plus authentique et beau, je trouve. Oui. Donc Watanabe Sensei a continué à organiser, mais c'était beaucoup de travail et il a 80 ans, donc il voulait prendre un peu de recul. Et il m'a demandé d'aider à organiser le séminaire et j'ai fait « Oh, oh mon Dieu, d'accord. » Mais tu sais, je dois perpétuer la tradition. Oui. Donc d'accord, j'ai accepté. Et ensuite, j'ai décidé d'être dans la coordination. Mais cette fois-ci, j'ai demandé à Mari-san, Mari Okazaki, de venir de Vancouver, au Canada, à San Francisco comme interprète. Parce que je ne pouvais pas faire les deux. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, je dois être préparée à tout, tu vois. Et elle, en fait, a accepté très rapidement parce qu'elle se préparait pour le congrès au Canada. Donc si elle venait à San Francisco, elle aurait plus de temps pour parler directement à Yamaguchi Sensei pour la planification. Donc ça, c'était en 2019. Oui. Et donc, je me préparais et ensuite, Yamaguchi Sensei m'a dit plutôt Maki-san, pourquoi ne deviens-tu pas Shihan? Il me l'a demandé. Ah oui, donc peut-être le deuxième séminaire ou quelque chose comme ça. Il m'a suggéré et je me suis dit, oh, peut-être que je devrais. Et puis, quand je suis devenue Shihankaku, j'étais vraiment motivée à enseigner le Jikiden Reiki. Donc, j'ai enseigné à 9 élèves en un an, sans problème. Waouh, incroyable! Mais ensuite, j'ai réalisé que pour devenir Shihan, il faut enseigner à 10 personnes. Oui, exactement. Oui, donc si j'enseigne aux 10, je serai qualifiée pour suivre le séminaire Shihan. Mais si je devenais Shihan à ce moment-là, je serais au même niveau que Watanabe Sensei. Mais je venais juste de devenir Shihankaku. Et j'ai pensé que j'avais besoin de plus de temps pour acquérir de l'expérience. Donc j'ai délibérément arrêté d'enseigner pendant environ 1 an. Mais à ce moment-là, quand Yamaguchi Sensei a dit « Je pense que c'est le bon moment pour toi de devenir Shihan », j'ai décidé de le devenir pendant le séminaire que j'organisais pour la première fois. Oh, c'est merveilleux! Ça a du sens. Oui, un séminaire mémorable. En plus, je suis devenue Shihan le jour de mon anniversaire. Oh, je ne l'ai pas planifié comme ça. Je ne l'ai pas planifié ainsi parce que d'habitude, le bureau central me donne, tu sais, les dates disponibles. Donc, voilà. Merveilleux! C'est comme si toutes les pièces s'étaient assemblées pour que ce soit une célébration pour toi. Oui, depuis le début, quand je suis devenue praticienne de Jikiden Reiki, j'étais vraiment enthousiaste. Donc je suis allée au congrès de Barcelone, bien sûr, et je voulais juste te montrer, tu vois, voici ma carte de participation. Ah oui? Oui, ma carte de participation est complète, sauf pour le Daishihan, bien sûr. D'accord, bien sûr. Et tous les tampons, j'ai 1, 2, 3 feuilles en plus. Ah, ils ont dû te donner une feuille supplémentaire. Les feuilles étaient pleines. Et ensuite du Japon, et ensuite Amanda. Et l'année dernière, je suis allée au Royaume-Uni.
Génial. Yeah, so I've been taking some Oui, j'ai pris des cours classes from Japanese Shihan as well in avec Japan des to see shihan how they japonais au Japon pour voir comment ils Oh, font. yeah. Oui, donc oui. C'est génial, j'adore ça. Tu sais, j'adore le fait qu'en réalité, on n'arrête jamais d'apprendre. Non, jamais. Jamais. Et je pense que le plus on suit des cours, plus on se dit, oh d'accord, je dois aussi continuer à pratiquer ça ou ça, tu vois. C'est tellement bien. J'adore que tu aies autant de cartes. And then the last Et puis year, l'année I dernière, went to the je suis grand allée à la Reiju grande ceremony cérémonie de in Reiju à Kyoto. Kyoto. I was able to. J'ai pu y aller, oui. And then going, Marissa they're gonna était have là. another one this year in November in Tokyo. Et ils vont en organiser une autre cette I will année be en in novembre Tokyo à that day, Tokyo. so maybe Donc je I serai will à go. Tokyo ce jour-là, peut-être que je pourrai y assister. Oui, vas-y s'il te plaît. Oui, comme ça. Tellement merveilleux. Oui, je pense que dès qu'on est pris dans la pratique et aussi dans cette communauté qui est si belle, on a juste envie de se retrouver, d'apprendre encore plus ensemble, de pratiquer ensemble, n'est-ce pas? Oui, j'espère juste que dans un futur proche, le bureau de Kyoto organisera à nouveau un congrès mondial. Si le monde se calme, j'espère. Et ils y pensent en fait, donc il faut commencer à économiser un peu d'argent. Oh, je vais le faire aussi. Oui. Merveilleux. Il est presque temps d'en avoir un deuxième. Le premier était super. Oui, super. D'accord. Donc oui, tu as eu tellement d'opportunités d'approfondir ta pratique et aussi de rencontrer tout le monde dans la communauté. Mais je suis aussi curieuse parce que tu es japonaise, n'est-ce pas? Tu es née et tu as grandi au Japon, n'est-ce pas? Et ensuite tu as déménagé aux États-Unis. C'était quand? Quand j'avais 25 ans. D'accord. Je suis ici depuis 35 ans, donc tu peux faire le calcul. Non, je reste à 25. Oui, je vis dans la région de San Francisco. On l'appelle aussi Silicon Valley. D'accord. La ville où je vis, il y a le siège de Google juste ici, et aussi Apple, Facebook, Meta, tu vois. Toute la technologie est concentrée ici. C'est un endroit un peu étrange en un sens. Oui, je peux imaginer. Donc, quand je vais au Japon, c'est beaucoup plus à la campagne. C'est tout des rizières, puis de l'eau, puis tu sais, des montagnes et l'océan. C'est plus orienté nature. Donc je rentre chez moi au Japon au printemps et en automne parce que les mois d'été au Japon sont juste insupportables. Oui, n'y allez pas en été. Et puis l'hiver, ma ville natale est super froide. Il fait juste en dessous de zéro. Ah, où est ta ville natale? Ah, maintenant, ça s'appelle Oita, dans la partie sud-ouest du Japon. D'accord. Tu dis maintenant parce que le nom a changé ou? Oh non, j'habitais à Fukuoka avant. Ah, voilà. Ok, d'accord. D'accord, ouais, c'est un peu... C'est un monde totalement différent d'où je vis. Alors, comment s'est passée la transition culturelle quand tu avais 25 ans, quand tu es arrivé aux États-Unis? Tout était, tu sais, cool, hein, parce que j'étais jeune et j'apprenais tout. La nourriture, la culture, les gens, tu sais, ce genre de choses. Et puis, il y avait un peu de culture japonaise, comme de la nourriture japonaise, les futons, des voitures japonaises, comme Toyota, tu vois, à l'époque. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des choses un peu difficiles en déménageant aux États-Unis? Pas tellement. Tu sais, j'étais un peu garçon manqué, c'est-à-dire vivre au Japon était un peu plus dur pour moi parce que je ne pouvais pas vraiment faire partie d'eux. J'étais vraiment différente. Tu sais, je faisais ce que je voulais faire, mais après, tu sais, ils disaient oh, parce que tu es une femme, parce que tu es jeune, tu dois te comporter de telle ou telle façon.
Tu sais, il y a des règles et des traditions culturelles. Donc je pensais à ça. Et ici, aux États-Unis, je faisais ce que je voulais faire. Ouais, super. Oui, j'entends souvent parler de cette pression dans la culture japonaise que quand tu vas peut-être aux États-Unis ou dans certaines parties de l'Europe, tu sais, tu sens, ah, il y a tellement de liberté. Oui, mais cette liberté, elle est aussi arrivée avec le Reiki. Parce que les gens ici n'ont aucune idée préconçue. Juste que le Reiki, c'est un travail d'énergie. C'est ça. Mais d'un autre côté, au Japon, certaines personnes, peut-être que tu en as entendu parler, mais sont vraiment sceptiques. Et certains groupes font un travail similaire comme une guérison par les mains, mais c'est une partie d'une religion. Donc si tu vas dans des grandes gares, devant les gares, les gens te demandent, voulez-vous un peu, tu sais, comme ça. Et tu dis, oh non, non, non. Ah, un peu comme une secte. Oui, un peu secte. Donc certaines personnes mélangent le Jikiden Reiki avec ces groupes de guérison par les mains. Mais je dirais beaucoup de Japonais pensent comme ça. Donc, donc c'est difficile pour moi de dire que j'enseigne le Jikiden Reiki. Surtout dans ma ville natale qui est très éloignée, où les gens ont un esprit un petit peu plus traditionnel, tu vois. Donc, j'essaye de ne pas trop en parler. Pourquoi, selon toi, les Japonais ont-ils cette idée préconçue que le Reiki pourrait être... Que le Reiki pourrait être une secte? Je pense qu'à l'époque, certains groupes sectaires faisaient un genre de... guérison par les mains? Ouais, d'accord, d'accord. Peut-être aussi à cause du kanji, Rei? Oh, Reiki. Rei. C'est un peu mystérieux. Oui. Oui, c'est ça. Ça m'a toujours intriguée parce que je sais que les kanji peuvent signifier plein de choses. En fait, d'une certaine manière, est-ce que tu penses que à l'époque de Mikao Usui Sensei, ça voulait plutôt dire âme de façon très simple? Oui, de façon simple, oui. Mais ça a changé d'une certaine façon, oui. Je me demande toujours pourquoi ça a changé. Est-ce que est-ce que c'est parce qu'après la guerre, ils ne voulaient pas que... Ils voulaient peut-être que les gens se concentrent plus sur ce qui peut se voir. La reconstruction du pays, peut-être, sur l'économie, sans être trop spirituel. Oui, ça peut être ça. Mais maintenant, je vois de plus en plus un aspect spirituel, comme des concepts. Tu sais, le yoga est arrivé, donc les chakras aussi et tout ça. Oui, oui. Oui, la bonne manière occidentale, tu sais. Juste pour réaliser ce qu'est notre vie, ce qu'est notre âme, d'où elle vient et tout ça, tu sais. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont confiance en toutes ces pratiques qui viennent de l'extérieur du Japon. Oui. Mais quand quelque chose vient du Japon, c'est bizarre. Oui, peut-être parce que c'est plus exotique, quelque chose de nouveau. Comme oui, quelque chose de nouveau. Ce n'est pas trop employé, utilisé. Exactement. Et donc tu as dit, tu enseignes exclusivement à San Francisco, mais est-ce que tu fais aussi des soins, des traitements au Japon quand tu y es? Je fais des traitements au Japon seulement quand les gens me le demandent, tu vois. Je ne propose pas vraiment, je ne publie pas, tu sais. Non, non, donc tu fais pas de promotion, disons. Non. Mais d'une manière ou d'une autre, les gens savent que je fais du Reiki à travers Facebook ou d'autres moyens. Et puis, ils frappent à ma porte et je leur donne du Reiki. Super. Et tu as remarqué des différences dans les demandes que les gens te font?
Oui, ils demandent en secret, tu vois, en secret. Ah, d'accord. Ils ne disent pas qu'ils reçoivent du Reiki de moi. Ah, c'est intéressant. Oui, je pense que c'est la grande différence. Je veux dire, ici dans la Silicon Valley, il y a tellement de Japonais qui vivent ici. Certains y croient, alors que d'autres n'y croient pas. Donc, c'est une situation intéressante. Mais ici, dans la Bay Area, je fais de la promotion, hein, je ne mets pas de pancarte ou quoi, mais les gens savent que je fais ça. Donc, ça se fait par bouche à oreille. Et puis, la super chose avec le Jikiden Reiki, c'est qu'on a cette connexion, tu vois, toi et moi et toi, et puis avec d'autres Shihan, et puis le réseau mondial est incroyable. Tu te souviens, je devais reprendre le Reiki occidental d'un professeur à un autre, mais ici, on a ce réseau mondial de Jikiden Reiki qui nous permet de connaître quelqu'un d'autre en dehors de leur région locale. Par exemple, des gens qui vivent à Los Angeles, par exemple, on peut trouver un nom pour un Shihan là-bas. Par exemple, oh, Maki-san est à San Francisco, il m'envoie un email en disant que leur famille est malade, peux-tu la soigner ou lui? Et bien sûr, ça arrive tout le temps. Et puis les gens du Japon m'écrivent, ma sœur est ici, dans la Bay Area, est-ce que tu peux, ce genre de choses. C'est merveilleux. Oui, je pense que c'est ça. Et puis encore, si tu suis un cours avec Yamaguchi Sensei ou peu importe, le programme est le même. Le même, exactement. C'est merveilleux qu'il n'y ait pas l'ego d'une personne qui changerait le contenu. Les enseignements sont les mêmes. C'est ce qu'on enseigne tous. Ouais. Alors, parfois, tu sais, je suis vraiment étonnée. Je ne sais pas s'il existe une école ou un groupe de Reiki qui ait un réseau aussi étendu, un réseau global. Ouais, c'est génial. Et j'adore le fait que nous nous soutenons tous les uns des autres. Donc c'est comme, oh, tu es dans cette région, alors oui, vas-y, va là-bas. Et l'autre jour, une dame de Los Angeles m'a demandé si j'organisais des séminaires en anglais. Oui, j'en fais. Mais si tu es à LA, il y a quelqu'un pas loin que je recommande. Et elle a dit, ah, alors, ils vont voir cette personne. Comme ça, ils n'ont pas besoin de prendre l'avion parce que c'est loin, les hôtels ici ne sont pas à bon marché. Ah oui, je peux imaginer. Oui. Donc ça, j'apprécie beaucoup, cette façon de rester en contact avec tout le monde. C'est pour ça que je suis allée à Londres l'an dernier, pour rencontrer les collègues, et oui, c'était super. Je les ai rencontrés, je crois, au congrès de Barcelone. Oui, c'est génial. Tu prévois de revenir en Europe? J'adorerais te voir ici, tu dois venir en Italie. Ah, l'Italie! J'ai vu mon ostéopathe hier, il est italien. Ah, tu vois, c'est un signe. Oui. Les enseignants de Jikiden Reiki en Italie ne sont pas encore nombreux, on n'est pas encore nombreux, mais ça commence doucement à se développer. C'est incroyable. C'est sympa parce que je vois aussi qu'ici on commence vraiment à être ensemble. Ce n'est pas que chacun fait sa propre chose, tu vois, c'est plutôt quand on a besoin d'aide. Dans quelle ville es-tu? Je suis à Cagliari, sur l'île de la Sardaigne. C'est vraiment au sud. Donc, je suis un peu isolée parce que je suis sur l'île, mais certains enseignants sont plutôt dans le nord. On en a un en Toscane et un dans le sud. Et on essaye vraiment de rester connectés et de continuer à connaître le Jikiden Reiki, à briller aussi en Italie. Tu fais un super travail. Et j'ai une question pour toi que je pose à tous les invités de Reiki Banashi. Si tu avais la chance de rencontrer Mikao Usui Sensei aujourd'hui,
Qu'est-ce que tu voudrais lui demander ou lui dire? Ou peut-être les deux. J'aimerais lui demander ce qu'il pense de la communauté Reiki actuelle. Je ne parle pas seulement du Jikiden Reiki, tu sais. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que le Reiki se répande autant dans le monde. Je suis sûre qu'il serait content. Puis, j'aimerais lui demander ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait faire pour progresser, et s'il y aurait un conseil à nous donner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un peu mieux, si c'est possible? C'est une question merveilleuse, oui. Ce serait tellement bien d'avoir sa réponse. Espérons qu'il nous entende. Je pense qu'on fait déjà un bon travail, mais juste savoir ce qu'il ressentirait et s'il a des conseils à donner, ce serait merveilleux aussi. Est-ce que tu es déjà allé dans la ville natale de Usui Sensei? Je prévois d'y aller l'année prochaine. Ouf. Non, dans quelques mois, je retourne au Japon. Vraiment? Pour mon prochain voyage, je pense que ce sera... Je dis que c'est l'année prochaine. Non, c'est en septembre et en octobre, je serai au Japon. Donc je prévois ça, j'ai vraiment envie d'y aller. Je serai à Kyoto le 17 septembre. J'ai oublié, oui, j'ai déjà un billet. On pourra se voir là-bas, il faut qu'on organise ça. Eh oui, parlons-en. Oui, absolument. Alors, Maki-san, on arrive doucement à la fin de cet épisode, mais avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aimerais partager avec nous? Ah, peut-être autre chose, mais je pense que j'ai déjà confié mon expérience étrange avec... Ça, on adore, hein, on adore. J'espère que certaines personnes, tu sais, que ce soit OK de croire ou de ne pas croire, je ne sais pas, c'est ma vraie expérience. Et je suis tellement reconnaissante que tu m'aies donné cette opportunité. Je ne parle jamais autant sur Zoom. C'était le moment. Tu me mets tellement à l'aise, presque en regardant ton sourire. Merci. Ok. Alors, Maki-san, avant de dire matane, au revoir, si quelqu'un veut te contacter ou en savoir plus, où peut-on te trouver et comment peut-on te contacter? Peut-être sur Facebook ou à travers le site de la NPO Jikiden Reiki. Parfait, ok, je m'assurerai de mettre les liens juste en dessous pour ceux qui regardent. Parfait, comme ça ils pourront te contacter directement. Merci beaucoup, merci. Tu fais un excellent travail. Et on reste en contact et j'espère qu'on se verra peut-être en septembre. Oui, en fait, je ne m'y attendais pas, c'est vraiment génial. Merci encore pour cette merveilleuse conversation. Grazie, thank you for everything. Arigatou gozaimashita. Arigato. Merci pour votre écoute. Et merci encore à Maki. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.